La photo, c'est ma passion. C'est parti. Depuis tout petit, j'ai aimé faire de la photo. J'aime le cadre, j'aime raconter des histoires. Non, je veux personne dans le champ. Regarde, il y a une vieille dans le champ. La vieille, c'est ma mère, hein. Maman, pousse-toi, s'il te plaît. Oui, voilà, maman, pousse-toi, s'il te plaît. Je ne supporte plus, quand je travaille, que les gens soient comme ça, agglutinés autour de moi avec leur portable. J'emmerde ceux qui prennent des photos avec leur portable. Donc appelez-moi, Guy Photo. 01 47 87 96 09. Pour tout achat d'une photo, une photo offerte. La même, hein. Vous venez d'entendre un extrait du film Le sens de la fête, réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano, dans lequel l'acteur Jean-Paul Rouve interprète un photographe de mariage un peu bancal, excédé par les invités qui lui volent ses cadres avec leur smartphone. Nous sommes le jeudi 2 juin 2022 et vous écoutez le 10e épisode de la 4e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bonjour à tous, je suis Arthur Azoulay et je vous souhaite la bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette semaine, on va parler de l'exercice de la photographie de mariage au cours de cette grande masterclass avec un duo de photographes, Sylvain Gardère et Damien Domaine. Avec eux, nous allons essayer de comprendre les différentes facettes de cette activité et vous donner un maximum de conseils pratiques si vous souhaitez vous lancer. Cet épisode vous est présenté par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo, 100% fabriqués au Japon. C'est parti, 10e épisode de cette 4e saison. Je commence tout de suite par m'excuser auprès de nos auditeurs parce que j'ai la voix cassée ce matin, mais en même temps ça me donne un petit timbre que je trouve pas trop désagréable. Non, c'est une belle voix radiophonique. Un petit style White Barry, donc c'est plutôt chouette. Benjamin, Le sens de la fête, tu l'as vu forcément? Ah, c'est un peu un film totem pour moi. Je l'ai vu une masterpiece. Je ne sais combien de fois, mais je crois que je vais encore le revoir. Tu vois. Chaque extrait, ça me donne envie. Bon, écoute, aujourd'hui, on reçoit un duo de photographes, Sylvain Gardère et Damien Domaine. Salut les gars. Salut. Comment ça va? Bonjour. Alors messieurs, si vous voulez bien, je vais commencer par vous présenter, pas un par un, mais vous deux ensemble, pour le coup, puisque vous êtes un duo. Vous êtes tous les deux basés dans le sud-ouest de la France. Sylvain, toi, tu es photographe de profession depuis 2004 et tu as suivi une formation dans une école de cinéma. C'est en 2007 que tu réalises ton premier mariage et tu comptabilises aujourd'hui plus de 200 unions à ton palmarès. Damien, pour ta part, tu as un parcours différent. Tu étais responsable des ressources humaines dans un grand groupe avant de tout envoyer valdinguer pour te lancer dans la photographie. Tu te tournes non sans hasard vers la photographie sociale et tu rencontres Sylvain qui te fait l'honneur de te prendre en stage sur une saison. Vous vous êtes trouvés, vous vous êtes aimés et vous vous êtes mariés. Vous vous êtes associés. Le duo Gardère et Domaine est né. Aujourd'hui, vous êtes donc inséparables. Vous réalisez en moyenne environ 15 mariages par saison en France, mais aussi à l'étranger. En 2018, vous arrivez à la 15e position du classement ISPWP, International Society of Professional Wedding Photographers. Vous êtes des ambassadeurs de la marque Sigma et des utilisateurs fidèles des objectifs de la gamme Art. Vous dispensez aussi des formations via la société à ma conseil. Est-ce que j'ai bien résumé, messieurs, votre petite histoire et votre parcours? C'est un résumé absolument impeccable. Je pense qu'on prendra cet extrait-là et on le mettra sur nos réunions avec les futurs clients. On sent bien l'accent du sud-ouest, tiens, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, exactement. On va le faire chanter autant que possible, l'accent. Ouais, il faut. Au cours de cette émission, nous entendrons également les témoignages de Céline, l'une des nombreuses mariées que vous avez photographiées, mais aussi de Julia Swell, vidéaste spécialisée dans les films de mariage, ainsi que de Thibaut Chape, lui aussi photographe de mariage et ambassadeur de la marque Nikon. Voilà pour les présentations. Je vous propose qu'on démarre l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine dans le Flash Actu, Sigma lance un nouveau zoom grand angle à ouverture constante. Sony annonce 3 nouveaux objectifs APS-C et rendez-vous ce week-end à Bièvre pour la traditionnelle foire photo. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image.
Sigma continue encore et toujours de développer sa gamme d'objectifs en monture Sony E 24-36 mm et L-mount. Ils annoncent un nouveau zoom grand angle en gamme Contemporary offrant une qualité d'image exceptionnelle dans un format compact et léger. Il s'agit d'un 16-28 mm offrant une ouverture constante de f2.8. Au programme, une formule optique composée de 16 éléments répartis en 11 groupes avec 5 lentilles FLD, 4 lentilles asphériques associées à un diaphragme circulaire à 9 lamelles. L'autofocus est assuré par une motorisation pas à pas rapide et silencieuse pour un usage photo et vidéo. La distance minimale de mise au point est de 25 cm, ce qui assure un rapport de reproduction de 0,18 fois. L'objectif est compact avec un encombrement fixe de 10 cm et léger avec 450 grammes sur la balance. Il est protégé contre les intempéries au niveau de sa monture. À noter qu'il dispose d'un pas de vis avant d'un diamètre de 72 mm pour l'utilisation de filtres circulaires et de porte-filtres. Nous n'avons pas pour l'instant d'informations relatives au prix ou à la disponibilité de ce nouvel objectif. Sony annonce 3 nouvelles optiques en monture E pour son système de boîtier hybride équipé de capteurs au format APS-C. Au programme, un nouveau zoom grand angle motorisé et à ouverture constante, 2 focales fixes grand angle également très lumineuses. On commence donc avec un 10-20 mm en gamme G équivalent 15-30 mm f4 constant, ultra compact et léger. L'objectif est équipé d'une motorisation pour la commande de zoom et est donc initialement conçu pour un usage vidéo. Il pèse seulement 170 grammes. Il jouit d'une conception à encombrement constant avec un centre de gravité très stable en fonction de la focale et de la distance de mise au point. Il dispose donc de tous les atouts pour être utilisé sur un gimbal, voire même embarqué sur un drone. On continue avec un grand angle 15 mm équivalent 22,5 mm en gamme G également et offrant une ouverture maximale de f1.4. L'objectif exploite 3 lentilles asphériques, un verre ED et un verre super ED. Le constructeur annonce de très faibles distorsions et un piqué homogène du centre au bord des images. Sa distance minimale de mise au point est de 17 cm, ce qui lui confère un rapport de grossissement de 0,15 fois. Il est compact avec moins de 7 cm de long et léger avec 219 grammes sur la balance. Et enfin on termine avec un 11 mm équivalent 16,5 mm offrant une ouverture maximale de f1.8 qui exploite 3 lentilles asphériques et 3 verres ED. Sa distance minimale de mise au point est de 12 cm, il pèse 181 grammes et mesure moins de 6 cm de long. Ces 3 nouveaux objectifs seront disponibles en juin. Le Sony E PZ 10-20 mm f4G et le Sony E 15 mm f1.4G seront proposés au prix de 850 € et le Sony E 11 mm f1.8 sera proposé pour sa part au prix de 600 €. Et enfin, pour terminer, la 58e foire internationale de la photo de Bièvre se déroulera les 4 et 5 juin prochains. Au programme, évidemment, l'un des plus beaux marchés de l'occasion et des antiquités photographiques de France pour vendre et acheter auprès d'exposants venant de toute l'Europe. Cette année, la foire accueille en invité d'honneur le photographe Patrick Tourneboeuf du collectif Tendance Floue qui présentera des photographies issues de plusieurs séries, Nulle part, Blow Up, Lunaire, La Cicatrice et Monumentale. Il sera également possible de suivre un cycle de conférences, de débats, de participer à des ateliers pratiques et à des lectures de portfolio. Enfin, un marché du neuf et des services est également proposé en partenariat avec Fox pour mettre la main sur toutes les dernières nouveautés. Voilà pour l'actu cette semaine. La fanfare des optiques revient au grand galop. C'est intéressant là de voir ces 3 nouvelles optiques Sony qui couvrent le format APS-C parce que elles sont beaucoup moins chères que ce qu'on a l'habitude de présenter à ces micros. Oui. Puis on voit que du coup l'APS-C ça concerne pas que Fuji, Canon dont on en parlait la semaine dernière avec leur nouveau boîtier. On sent qu'il y a un regain d'intérêt pour les petits formats, plus abordables, moins lourds. Et donc oui, c'est des optiques très intéressantes qu'on peut monter sur des drones, sur des nacelles, surtout pour filmer. Donc c'est pas mal, avec en plus une plus grande tolérance au niveau de la profondeur de champ. J'aimerais revenir aussi sur l'objectif Sigma, le zoom que je trouve très intéressant sur le papier, le 16-28. Ça va devenir un concurrent au Tamron 17-28 qui existe déjà en monture E. Et ce sera du coup une optique complémentaire du 28-70 qui existe déjà dans la gamme Contemporary chez Sigma, plus abordable. Et ce sera surtout une optique grand angle, un zoom grand angle beaucoup moins lourd que le fantastique 14-24 Art de l'Huit. Moi, c'est une optique que je trouve magnifique. Mais alors, faut se la coltiner, quoi. Faut la trimballer. Sylvain Damien, un 16-28 de 8 constant ultra léger, ça doit allumer des chandelles chez vous, ça?
Alors, tout ce qui va être ultra léger va allumer des chandelles chez nous, c'est sûr. Ah oui, ça nous branche, ouais. Surtout que nous, enfin là, j'ai le 14-24, du coup, moi, pour les soirées, et j'ai quand même pas mal de crampes à la fin de la soirée. Donc, une optique légère, ça serait top. Ouais, le 14-24, il est génial, hein, le 14-24, mais c'est vrai que quand tu le coltines, peut-être tout le long d'un mariage, on en reparlera, mais ça te fait les épaules, quoi. Ça, c'est sûr. Benjamin, t'as repéré d'autres choses cette semaine ? On a parlé de Bièvre. J'ai une pensée pour notre ancien collaborateur Jean-Marie Sépulcre, hein, qui est décédé l'année dernière des suites de la Covid. Il y a toute sa famille qui va organiser les 24 et 25 juin à Bréval dans les Yvelines une expo en hommage à son travail, une vente de bouquins. Lui, il adorait Bièvre, il adorait tout ce qui était matériel qui date un petit peu, quoi, d'occasion, etc. Donc, si vous êtes dans les parages, allez-y. Et puis, un autre événement, si vous êtes dans l'Hérault cette fois, donc dans le sud de la France, à Puy-Laché, du 10 au 12 juin, un très beau festival qui a lieu dans une cave coopérative. C'est un site industriel qui a été métamorphosé en lieu artistique avec des expos de peinture, du street art et de la photo, avec des expositions notamment de Stanley Leroux, de Corentin Follen, qu'on a entendu à nos micros lors de l'épisode sur la photographie de portrait, et Maxime Aliaga. Très bel événement avec à la direction artistique notre ami Bruno Calindini. Voilà pour l'actu. Cette semaine, on continue comme d'habitude l'émission avec ta chronique hebdomadaire, Benjamin, ta story. Alors cette semaine, focus sur le premier livre d'une photographe très talentueuse. La story vous est présentée cette semaine, toujours par le laboratoire photo Whitewall. À partir d'un épisode de vie douloureux, le décès de sa mère, la photographe Lisa Gervasi s'est consacrée à un travail intime. Les questions qu'elle n'avait pas eu le temps de lui poser, les rapports ambivalents qu'elle pouvait entretenir avec elle, l'ont poussée à explorer son passé pour en éclaircir les zones d'ombre. Une quête de 10 ans durant lesquelles la démarche a dépassé le cadre du deuil. C'est le temps en fait qui m'a permis d'avoir du recul et ce temps en fait aussi qui a permis de laisser le processus de deuil évoluer, donc de prendre la distance nécessaire pour ensuite faire émerger des sujets un peu plus larges qui ont à voir avec le processus d'individuation, bien sûr aussi avec le processus de deuil. Qu'est-ce que c'est de grandir, de devenir adulte et notamment devenir femme dans notre société aujourd'hui avec voilà toutes les questions qu'on peut se poser, tous les doutes. Après avoir été sélectionné par l'appel à projet mené conjointement par la plateforme de financement participatif Kickstarter et Polka Magazine, son travail, projeté au Boutographie en 2021, prend la forme d'un livre intitulé « Momie ». Les images sont accompagnées de fragments de texte, des poèmes, de l'écriture automatique qui rendent la mise en page plus fastidieuse. Vu qu'il y a du texte aussi, c'est pas évident pour moi de travailler cette relation et j'avais vraiment envie de pouvoir justement voir avec quelqu'un tout cet aspect-là, regarder un peu le rythme, etc. Vu que c'était un livre et c'était la première fois que je faisais ça. Il y a eu un moment où je me suis dit bon, il est prêt entre guillemets. Enfin, il y a le matériel, mais maintenant il faut vraiment l'affiner en tant que livre, quoi. Pour bien finaliser son ouvrage, Lisa a donc fait appel à un regard externe, en l'occurrence David Fourré, qui a créé les éditions La Main Donne. Tout le livre, comme ça, en fait, finalement, est construit avec une multiplicité d'éléments. Et le risque, c'était justement qu'on arrive dans une sorte de fourre-tout ou qu'on perde un petit peu la fluidité et la lisibilité du projet. Je suis vraiment intervenu plus sur ce point-là, c'est-à-dire pour lui dire là, on se perd à un certain endroit, il faudrait peut-être changer la structure du livre. Donc ça a été vraiment un regard qui permettait de recentrer un petit peu sur les grandes idées du livre et de revoir un petit peu la fluidité de la lecture. Et puis ensuite un conseil de fabrication, une gestion de la photogravure, un conseil sur les imprimeurs avec qui on peut travailler, un conseil sur la préparation des fichiers, et puis ensuite sur la communication un petit peu globale. Il y a quelque chose de très intime qu'elle dévoile, mais en même temps avec énormément de pudeur. Voilà, et cet équilibre-là aussi, on a toujours veillé à ce qu'il soit là, qui est pas quelque chose qui devienne impudique, et qui est quelque chose qui en même temps garde la puissance des mots ou des images qu'elle met dans ce livre. Suite au succès de la campagne de crowdfunding, le livre Momie sortira dans les jours qui viennent. L'auteur insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'un livre photo et qu'il faut s'imprégner des récits,
dans l'ordre de la narration pour en saisir toute l'essence. En gros, il y a des fragments de texte, donc soit c'est du récit, de la vie, enfin en gros des choses qui ont été vécues, soit c'est des fragments de rêve ou de l'écriture automatique. Et je pense que en fait le livre il marche vraiment comme une constellation, quoi. C'est en mettant en relation toutes ces informations là que vraiment on saisit l'ensemble, quoi. Ça marche pas si on le lit pas jusqu'au bout ou qu'on regarde juste les photos, je pense. Encore une plateforme de crowdfunding, mais ça devient une habitude là. Ouais, il y a beaucoup de photographes qui financent leurs projets, notamment des bouquins par ce biais. On a parlé de Jean-Michel Lenoir, qu'on avait reçu ici, qui a financé son dernier bouquin comme ça. Éric Bouvet, qui est en train de le faire. Jean-Christophe Béchet, avec Macadam Color Street Photo. Donc ça devient un moyen presque incontournable pour les photographes de mener à bien un projet. Mais surtout, ce qui est important de rappeler, c'est qu'il ne suffit pas de financer un bouquin, il faut savoir le faire. Et un photographe seul n'y arrivera pas forcément sans l'apport d'un regard externe. Et là, en l'occurrence, l'œil de l'éditeur fait la différence. Quand on veut assembler des images avec des textes, des fragments comme ça, c'est quasiment impossible de le faire vivre tout seul si on n'a pas un petit peu cette science-là, quoi. Damien, Sylvain, du coup, l'objet livre résonne particulièrement dans votre activité de photographe de mariage. Alors, on parle peut-être plus d'albums. Moi, je me souviens à la grande époque de la Photokina, cet énorme salon photo qui avait tous les 2 ans en Allemagne, des kilomètres de stands de prestataires qui proposent des albums tous plus luxueux les uns que les autres. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu du coup comment ça se passe niveau album pour vous, dans la conception, dans la réalisation, et puis dans ce que c'est comme objet finalement? Alors pour nous les albums ça a été très important. On avait un peu délaissé au départ. En fait on s'est un peu perdu dans les, comme tu dis, dans les fournisseurs. Il y en a tellement, et il y a tellement de choix qu'on se dit c'est déjà difficile pour nous en tant que photographe de choisir, alors en plus si on propose tout au client, il sera encore plus perdu. Donc on s'est un peu perdu sur ça, et en fait on a trouvé un fournisseur portugais qui travaille à la main et qui est vraiment chouette, qui est bien implanté en France, qui s'appelle Dreambooks Pro. Et aujourd'hui on propose que 2 albums à nos clients pour pas qu'ils soient perdus. Donc on a un album fine art avec vraiment un objet d'art et un livre de famille qui va perdurer comme on le voit un petit peu dans les films et tout, avec les couvertures en cuir, quelque chose de très pur. Et un album plus livre photo où là il n'y a pas d'ouverture à plat ni rien, mais où ça nous permet de mettre beaucoup plus de photos à l'intérieur. Et il y a toujours une grosse demande sur ces supports-là, ou c'est démodé? Il y a assez peu de demandes sur les albums, en tout cas en ce qui concerne nos clients à nous. On incite quand même nos clients à avoir quelque chose d'imprimé, que ce soit un album très quali ou que ce soit des photos qu'on va accrocher sur le frigo ou des magnettes ou quoi que ce soit. On incite quand même nos clients à faire vivre leurs photos autrement que sur leur téléphone portable ou leur ordinateur. Pour nous, c'est assez important. Merci Benjamin pour cette belle découverte, une fois de plus, cette semaine. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration, et on revient dans quelques secondes après une courte publicité. Pour continuer à photographier le monde qui vous entoure pendant encore longtemps, contribuez à le protéger en choisissant MPB. MPB, c'est la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Du matériel 30% moins cher, garanti et disponible immédiatement. Changez d'approche et luttez contre le gaspillage électronique tout en faisant des économies, à l'instar de milliers de photographes et vidéastes à travers le monde qui font déjà confiance à MPB. Rejoignez notre communauté sur mpb.com, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de matériel photo et vidéos d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Sylvain Gardère et Damien Domaine pour une grande masterclass sur la photographie de mariage. Alors, avant que l'on rentre réellement dans le vif du sujet, on vous propose d'écouter le témoignage d'une jeune mariée, Céline. Damien, Sylvain, vous avez réalisé les photos de son mariage l'année dernière et elle nous offre son retour d'expérience. Eh bien, en fait, ils ont fait partie du mariage. Donc, on se mariait en petit comité, on était une quarantaine.
Et donc ça, c'est aussi un peu plus, je veux dire, intime. Et comme je disais, il y a vraiment un lien de confiance et ils ont été comme nos invités, en fait. C'était comme si c'était des amis avec nous. Ils nous ont accompagnés, ils étaient 2, donc ils ont accompagné mon mari, je peux dire mari maintenant, et moi, donc, ils nous ont suivis tout le long, même la veille dans la welcome party. Voilà, ils étaient là avec leur sourire, leur appareil photo, à vraiment capter les moments, je veux dire, d'émotion. Et puis pas seulement nous, en fait. Ça a été vraiment tout un reportage photo sur toute l'ambiance qu'il y avait dans notre mariage, la beauté, le côté magique, le côté romantique, et puis on a des photos de tout le monde. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Et ils ont réussi à capter, comment dire, le côté merveilleux, en fait, le côté très naturel. Voilà, Nam et moi, on regarde les photos, on en a pleuré d'ailleurs. Et parce que c'est vraiment, il y a eu ces, comment dire, je suis assez dans l'émotion par rapport aux photos. Et voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on va garder à vie parce que c'est nous. Voilà, c'est pas du figé, c'est pas du fake, comme je disais. On n'est pas super tendu sur les photos, c'est vraiment nous, on rigole, on pleure. Voilà, ils nous ont vraiment capté dans qui on était. Et bah. Quel témoignage. Alors ça, c'est vraiment, c'est un truc qui moi me fait particulièrement plaisir. Bon, on sent évidemment l'émotion dans la voix de Céline, et finalement, il y a assez peu de champs photographiques qui créent autant d'émotions et autant de joie. Elle en vient aux larmes. Alors bon, évidemment, ça lui rappelle son mariage, mais c'est aussi cette photographie qui apporte ça. Sylvain, Damien, ça doit vous faire plaisir, évidemment, j'imagine, un témoignage comme ça. Oui, évidemment, c'est comme on dit souvent avec Damien, ce genre de retour, ce genre de témoignage de nos clients, de nos mariés, ça fait partie, c'est une part de notre rémunération, en fait, de leur apporter tout ça. Et comme elle dit au début, c'est ultra important pour nous, pour notre reportage, pour les photos qu'on va faire, qu'on soit ultra proche de nos mariés, et qu'on se sente comme des invités, comme des amis le jour J pour les accompagner, pour les suivre, parce qu'on est avec eux, on est les prestataires qui vont être avec eux le plus possible pendant toute cette journée-là. Et c'est hyper important qu'on soit bien avec eux, qu'on soit bienveillant, qu'on soit souriant, qu'on soit... Au-delà des photos qu'on va leur rendre, c'est aussi un souvenir qu'on leur laisse, quoi, notre présence le jour J. Et ça, pour faire partie presque des invités, comme elle le disait dans son témoignage, c'est pas quelque chose qui s'improvise, si vous avez préparé un petit peu tout ça en amont quand même? Alors du coup, on les rencontre beaucoup en amont, que ça soit par Skype ou que ça soit en réel. Mais je pense que c'est aussi une philosophie et une façon d'être avec les gens. Les gens qui nous choisissent pour nos photos, et parce qu'on montre autre chose que des mariés. On montre aussi beaucoup les amis, on montre beaucoup la famille, on montre beaucoup le côté un peu pas caché du mariage, mais en tout cas c'est pas tout le temps tout beau, ça rigole, ils sont pas tout le temps beaux, on les prend sous des angles où c'est la vraie vie. Et on attire des gens comme ça, et du coup quand on arrive sur le mariage, on fait partie, on va vite voir les invités, les amis proches, on rigole avec eux, on les chambre, et ça crée des liens après sur tout le mariage. Et puis nous, ça nous permet d'être beaucoup plus à l'aise avec les photos, parce qu'on photographie plus facilement des gens avec qui on rigole que des gens qui sont figés et qui nous prennent vraiment pour prestataires et qui nous considèrent comme prestataires, quoi. Et ça, c'est un pari risqué quand même, parce que j'imagine qu'avec certaines personnes, la mayonnaise doit pas prendre, quoi. Ça, c'est un travail en amont, en fait, hein. Comme dit Damien, c'est notre manière de communiquer, les photos qu'on présente, notre manière de répondre aux mails, au téléphone quand on nous contacte, qui fait qu'il y a un tri qui est déjà fait en amont, avant même d'arriver sur le mariage. Ouais, vous arrivez à sentir les choses à l'avance, quoi. C'est surtout les mariés qui nous contactent, qui arrivent à sentir qu'avec nous, la relation elle va être très franche, elle va être très, très honnête. Et on va pas se transformer pour eux, et on ne leur demande pas de se transformer pour nous. La relation elle va être réelle tout de suite, en fait. Donc on n'a pas cette partie-là des mariés qui
qui veulent juste un prestataire. Moi, j'ai eu ça pendant des années avant de rencontrer Damien et j'étais prestataire sur des mariages. Maintenant, je suis un ami. Alors, un ami souvent provisoire. Parfois, on a des amitiés avec les mariés qui durent, mais même si l'amitié elle est provisoire que sur un week-end, que sur une journée, on est vraiment là en toute amitié, en toute bienveillance et en plus, on prend des photos, quoi. Et le jour J, comment ça se passe? Est-ce que vous essayez de vous faire discret ou au contraire, vous essayez un peu de marquer votre territoire dans la journée, dans la soirée avec les invités? J'imagine que c'est un peu des deux, que ça dépend des moments de l'événement. C'est pas, en fait, on est nous-mêmes. Vraiment, comme dit Sylvain, on porte pas de masque. Alors que ce soit en amont où on va clairement dire aux mariés, le plus important avec le photographe, c'est les photos, mais c'est beaucoup le feeling, parce que vous allez supporter notre gueule pendant toute une journée, et que si vous aimez pas notre gueule, et que vous aimez que nos photos, ça va pas le faire, parce que ça va se voir sur les photos. Et ensuite, le jour J, on est tel quel. Donc moi, je fais souvent, on reviendra un peu sur comment on travaille, mais je fais souvent les préparatifs des mecs parce que parce que j'ai ce côté un peu où je chambre et tout ça, et avec qui ça se passe bien, et du coup, ça brise un peu la glace. Donc le territoire, il est marqué comme ça, en fait. Et souvent, quand on arrive, le photographe, c'est comme dans le sens de la fête, en fait. Les mecs nous font de suite des blagues sur ce genre de choses. Et c'est en répondant et en ayant de la répartie sur ce genre de choses qu'on va faire notre place et être considéré comme photographe et comme invité. Alors on l'a évoqué dans votre présentation au début d'émission, l'une de vos particularités, c'est que vous travaillez toujours en duo. Alors c'est assez original comme approche. C'est quoi finalement l'idée qu'il y a derrière ça? C'est que ça devient 2 fois plus cher, que vous êtes 2 fois plus efficace, que vous faites 2 fois plus de photos, que c'est 2 fois plus sympa de travailler en équipe, ou au final que c'est 2 fois plus d'emmerde? Alors, c'est surtout pas 2 fois plus d'emmerde, c'est effectivement 2 fois plus sympa, voire même 10 fois plus sympa de travailler à 2 que de travailler tout seul. Ça nous arrive exceptionnellement de faire des mariages chacun de notre côté. Alors, c'est vraiment exceptionnel. Et pour le coup, on s'ennuie beaucoup, quoi. On a beaucoup moins de pression quand on travaille à 2. C'est hyper motivant de voir le travailler. C'est hyper motivant pour moi de voir les photos que Damien peut faire sur un moment. Quand je les découvre, je suis toujours épaté de ce qu'il arrive à faire différemment de moi. Dans la gestion de l'entreprise, c'est quand même beaucoup plus facile de travailler à 2 que de faire tout ça tout seul. Donc, c'est vraiment un confort. Je ne reviendrai pas en arrière. Non. Il y a quand même le risque de se marcher sur les pieds, non? Surtout sur un mariage de 40 personnes, comme on l'a entendu dans le témoignage. Ça vous arrive jamais de marcher sur les plates-bandes de l'autre? Non, en fait, ça s'est plutôt bien goupillé. Depuis la première saison de stage, on a appris à travailler ensemble. On travaille avec des focales différentes, on reviendra sur les focales et tout ça. Mais en fait, on travaille avec du matos différent et on sait quelle focale on a sur l'appareil, donc on sait à peu près où c'est qu'on va se placer. Puis après, il y a un côté égo aussi, où il faut savoir mettre un peu son égo de côté quand il y a une bonne photo. Si c'est pas au 35 mm qu'elle sera bonne, il faut laisser la place à un 20 mm et laisser la place. Par exemple, moi je laisse la place volontiers à Sylvain quand la photo est meilleure au 20 mm qu'au 35 et inversement. Donc je pense qu'il y a aussi un côté égo à mettre de côté. Qui est important chez les photographes. Alors j'ai récupéré quelques chiffres assez impressionnants vous concernant. 177 000 photos réalisées sur une saison de 16 mariages, soit environ 10 000 par mariage, dont 1000 livrés aux clients. Vous êtes des fous du déclencheur, c'est pas possible. Il faut pas racheter notre matos. Non, maintenant avec les hybrides ça va mieux. Mais oui, en fait on clique beaucoup pour avoir les moments où la personne est le plus vrai. Après ça peut paraître beaucoup, mais autant s'en servir. Sur les numériques, on n'est plus à l'époque de la péloche. Donc vraiment il faut cliquer pour avoir le bon moment, l'émotion vraie qu'on a réussi à définir et qu'on a réussi à percevoir chez la personne. Et du coup, comment vous répartissez les tâches finalement? Alors bon, vous l'avez un peu évoqué le jour J pendant le reportage, mais est-ce que l'un d'entre vous s'occupe plus de tout ce qui est avant-vente, une autre personne qui s'occupe des préparations et de ce feeling justement vous essayez de mettre en place avec les mariés? Est-ce que c'est une seule personne qui fait la post-prod? Bref, comment vous vous organisez, quoi?
Alors, en amont du mariage, on se répartit les clients, on va dire, 1 sur 2. Il y en a un qui va gérer le dossier, qui va gérer les contacts, etc. Quand on les rencontre évidemment à 2. Quand on fait un Skype, c'est toujours tous les 2 qui y sommes. Mais il y en a un on va dire, qui gère l'administratif du dossier du mariage. Donc ça, on alterne 1 sur 2. Et après le jour J, c'est vrai que moi, je fais souvent les préparatifs de la mariée et Damien les préparatifs du marié. Bon, ça, c'est trouvé comme ça. Sur le reste du reportage, c'est en se donnant des coups d'œil qu'on va se répartir les tâches. Il n'y a pas de règle particulière. Moi, je fais en général la photo du grand groupe et Damien va s'occuper des photos des petits groupes. Ça, c'est notre fardeau à chacun de nous. Et enfin, en ce qui concerne la post-prod, on traite chacun nos photos séparément. Mais on a évidemment les mêmes presets et les mêmes protocoles pour la post-prod. Et celui qui va faire la post-prod en premier va pouvoir envoyer des informations à l'autre, par exemple en ce qui concerne les teintes ou la balance des blancs dans tel ou tel endroit, quoi. Ouais, c'est ça, vous arrivez tous les deux à avoir un style uniforme, homogène en post-prod. Ce que vous proposez aux clients, c'est vous mettez de base d'accord sur du noir et blanc, sur de la couleur, et vous appliquez les presets. Comment ça se passe? Comment vous définissez votre patte commune? Alors ça a été défini aussi à l'avance, hein. On a défini un peu déjà notre style. On a défini un format qui nous est propre, en tout cas qu'on aime, qu'on utilise à 100%, qui est le 16/9. Donc on travaille tout en 16/9. Qui est un format vidéo, c'est marrant. Ouais, c'est un parti pris. Qui est un format vidéo. Ouais. Alors au départ, on avait évoqué ce format-là parce que tous les téléphones portables et beaucoup d'ordinateurs sont en 16/9. Et les gens les regardent beaucoup plus en 16/9, et le format 3,5 est croppé à chaque fois sur les téléphones. Ça a du sens. Donc on avait commencé à travailler sur ça. Ouais, le 16/9, c'est aussi parce que c'est vraiment le format des gens dans leur environnement et des gens qui sont entourés d'autres personnes, en fait. Et ça correspond bien à ce qu'on veut dire du mariage, en fait. Comparé à un format vertical ou un format carré qui serait plus un format adapté à la prise de vue d'un individu seul, le format 16/9 permet vraiment d'englober les gens dans leur environnement, quoi. Alors du coup, je reviens sur le côté duo. À 2, ça coûte mécaniquement 2 fois plus cher à vos clients. Dans ces conditions, vous arrivez quand même à rester compétitif? Alors en fait, 2 fois plus cher, je suis pas d'accord avec ça, parce que alors dans la tête d'un photographe, oui, il va pas mettre, il va devoir se doubler, mais en fait c'est beaucoup moins de travail. Donc si on prend en heures et en stress et en tout ce qui va, dans toute la gestion, c'est 2 fois moins de taf. Donc pourquoi se vendre 2 fois plus cher alors que c'est 2 fois moins de taf? C'est quoi du coup le forfait moyen de vos clients? Là, cette année, on va être entre 3 500 et 4 000 euros par mariage. Ouais. Et j'ai vu donc que vous m'avez envoyé votre plaquette, du coup que vous avez échelonné les choses en fonction de la durée, hein, de votre présence sur la journée, donc depuis les préparatifs ou un événement qui peut se passer peut-être la veille de la journée du mariage, un événement qui peut se passer le lendemain. C'est ça vraiment, c'est le temps qui définit le prix? Alors, c'est pas tout à fait le temps, c'est vraiment les événements. C'est-à-dire qu'on n'a pas de limitation horaire, par exemple. Mais par contre, si on fait un reportage qui va des préparatifs jusqu'à la soirée, ça peut commencer à 14h et finir à minuit, comme ça peut commencer à 9h et finir à 1h ou 2h, voire 3h du mat'. Donc, c'est pas il n'y a pas de limitation horaire. C'est vraiment par événement. On fait soit préparatif cocktail, soit préparatif soirée. Et pour qu'on se rende compte un peu, un mariage dans sa globalité, hein, depuis le premier coup de téléphone, la première prise de contact par mail, jusqu'à la livraison finale des images, c'est combien de jours et combien d'heures de travail cumulés? Alors les heures, c'est plutôt moi qui les compte, en l'occurrence. Le calcul, c'est environ, il faut compter 2 fois plus d'heures de travail en dehors du reportage. C'est-à-dire, pour un reportage de 10 heures, il faut compter 20 heures en plus pour tout le reste, qui va être la post-prod, les rendez-vous, l'administratif, etc. Donc, un reportage de 10 heures, ça va être une 30aine d'heures de travail en tout. Et c'est quoi le statut que vous avez, du coup, pour mettre en place tout ça? Vous avez une boîte chacun de votre côté, ou vous avez une boîte globale qui vous représente?
Alors on a fait le choix au départ, Sylvain était auto-entrepreneur et moi je me suis mis aussi en auto-entreprise, donc en fait on est deux auto-entrepreneurs sous la même entité et on fait deux factures à nos clients. Alors ça fait un moment qu'on est au seuil, en 2019 on commençait à dépasser le seuil, donc il y a un seuil de tolérance et on allait changer de statut quand le Covid est arrivé. Voilà, donc on est remonté en 2021 et là 2022 ça va être une grosse année, donc on est en train de réfléchir à un statut. Est-ce qu'on reste tous les deux indépendants ou est-ce qu'on monte une structure à deux? Et vous faites uniquement du mariage du coup ou le Covid vous a obligé à revoir vos plans? Alors on fait pas que du mariage, c'est ça qui est cool. On communique que sur le mariage, principalement sur le mariage, mais depuis toujours on fait beaucoup de corporate. Donc tout le travail en entreprise, donc portrait d'entreprise, photos culinaires, photos d'archi, photos immobilières et tout ça. À deux et on aussi, fait aussi. Alors ça dépend des contrats. C'est notre force aussi, c'est ça, c'est que on peut se déplacer sur un gros congrès avec beaucoup de personnes, comme on l'a fait du coup il y a 2 semaines sur Paris, où c'était un congrès avec 10 000 personnes. Là on est une équipe de 2 et on peut se permettre de faire des gros congrès ou des prestations individuelles. Et ensuite, on fait beaucoup de photos de famille aussi. Et c'est principalement du bouche à oreille, donc on communique pas dessus. Alors, tu parles de famille. Moi, justement, j'ai une question à vous poser à ce propos-là. Le sacrifice n'est pas trop fort de se priver des 16 plus beaux week-ends de l'année quand on a une famille avec des enfants? Alors, oui, c'est compliqué. En ce moment, alors moi j'ai un garçon de 3 ans et demi là, qui va faire 4 ans et une petite de 1 an, donc je suis bien dans le rush encore. Et oui, c'est compliqué la gestion à la maison, là, surtout avec les vacances de 2 mois, l'été et tout ça. C'est un peu compliqué. Après, c'est comme ça, c'est le choix, le choix du métier et ça nous permet d'être dispo. Je suis disponible à 16h15 pour aller le chercher à l'école, je suis disponible à 9h pour amener à la crèche, je suis disponible l'hiver pour toutes les vacances scolaires. J'ai un emploi du temps qui est beaucoup plus flexible. On part que le week-end entre guillemets, quoi. Et là, on a évoqué le Covid tout à l'heure. Il n'y a pas un bouchon en ce moment, justement, par rapport à des reports qu'il y a pu y avoir l'année dernière sur cette année? Alors, c'est sûr qu'on a une grosse année, là, cette année. Je pense que l'année prochaine, ça va être assez bon encore. Oui, alors, on a eu pas mal de reports. Nous, on a eu de la chance de pouvoir caser tous nos reports entre 2021 et 2022. Donc, pour nous, ça s'est plutôt très bien passé, quoi. On n'a pas eu les soucis que beaucoup de photographes ont eu avec des reports multiples qui étaient incasables. Alors, je vous propose qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet maintenant. Alors évidemment, l'exercice de la photo de mariage requiert des compétences dans de nombreux domaines et des spécialités différentes. Il y a l'approche reportage documentaire, mais il y a aussi le portrait, qu'il soit pris sur le vif ou posé, la photo de groupe, l'editing, la post-production, bref, ça couvre un champ extrêmement large de compétences au niveau du photographe. Nous nous sommes d'ailleurs entretenus avec Thibaut Chape, qui lui aussi est photographe de mariage, qui était déjà venu à nos micros à l'occasion de l'émission spéciale sur le Nikon Z9. Il nous dresse la liste des qualités que doit, selon lui, avoir un bon photographe de mariage. On l'écoute. Pour moi, en tout cas, dans une approche un peu documentaire, je pense qu'il faut être curieux observateur, voilà, au sens où il se passe toujours plein de choses. Moi, j'aime bien raconter l'histoire dans les moments de la journée. Donc, du coup, je suis toujours à l'affût d'un bruit, d'un rire, d'un son, d'une arrivée. C'est bête, mais quand tu es dans une maison avec les préparatifs de la mariée et que tu entends une voiture qui rentre, c'est potentiellement la voiture de la mariée, c'est potentiellement un ami, un témoin, voire une surprise qui débarque. Donc voilà, je suis toujours à l'affût de ce qui se passe, donc j'aime bien cette notion de curiosité. Puis observateur, comme je disais, parce que c'est en regardant les interactions entre les personnes qu'on peut anticiper des petits moments d'émotion et puis se placer comme il faut, se régler comme il faut techniquement. Ça, c'est plutôt dans le comportement, hein, dans l'attitude. Après, derrière, il faut, je pense, une vraie base polyvalente technique. Vraiment, je pense qu'il faut une base technique assez importante parce que justement, on est contraint de devoir être bon dans différents types de conditions de prise de vue. Parce que dans les préparatifs, on va être souvent en intérieur avec une lumière naturelle, mais après, on va passer en cérémonie. Ça sera soit en extérieur, parfois en plein soleil, parfois dans des temps nuageux, mais parfois en intérieur dans des édifices religieux plus ou moins lumineux.
Moi, je travaille sans flash, donc du coup, encore une fois, il faut savoir s'adapter à ces contraintes-là. Et puis dès qu'on passe en cocktail, la lumière a changé. Puis dès qu'on passe en soirée, là, faut justement utiliser la lumière artificielle. Donc il y a un vrai besoin de compétences techniques et de polyvalence à ce niveau. Alors finalement, la photo de mariage, il faut savoir tout faire dans toutes les conditions et à n'importe quel moment. Comment vous arrivez à tenir pendant 6 heures, 7 heures de suite cette espèce de tension et d'être prêt en permanence pour pouvoir déclencher s'il se passe la moindre chose? On pense au cocktail, surtout après, quoi. Quand on va arriver sur le cocktail et tout ce qu'on va manger. Non, après, il faut, comme il dit Thibaut, il le dit très bien, il faut une grosse base technique et je pense qu'il faut connaître son appareil photo par cœur et son matos par cœur pour pouvoir en faire abstraction et se concentrer sur ce qui se passe devant nous, quoi. Et les hybrides ont fait un grand pas en avant sur ce côté-là où on peut presque l'avoir, alors j'exagère à peine, mais presque en tout automatique et gérer juste la surexpo et la sous-expo, quoi. Et ça nous aide quand même beaucoup en l'évolution photographique. Alors je sais qu'il y en a qui sont encore réticents, un peu comme le passage de l'argentique au numérique, mais pour nous, ça fait une grosse différence de bien connaître son matos et d'avoir des matos de plus en plus fiables. On va y revenir sur le matos en particulier, mais est-ce que l'un de vous deux a un domaine dans lequel il est plus à l'aise? Est-ce que vous complétez ou est-ce que tous les deux vous savez vraiment tout faire? Est-ce que par exemple, il y en a un qui va faire plus de portraits, l'autre un petit peu plus de scènes d'ambiance? Non, on n'a pas tellement de spécialités chacun. On est tous les deux à l'aise dans à peu près tous les domaines qui sont exigés par la photographie de mariage. Par contre, l'avantage d'être deux, c'est que typiquement, on va pouvoir avoir l'inspiration qui va passer de l'un à l'autre sans jamais baisser en fait. Et typiquement sur les photos de couple, par exemple, on fait toujours une petite séance de couple de 10-15 minutes. Pendant qu'il y en a un qui réfléchit à la photo qu'il veut faire, l'autre peut être avec les mariés, faire sa photo, et puis on alterne comme ça. Mais il n'y a pas de spécialiste dans le duo, non. On est tous les deux capables de tout faire. Il y a aussi le fait qu'être à deux, ça nous permet, quand il y en a un qui n'y arrive pas, de se mettre à deux sur le problème et du coup de résoudre le problème plus vite. En soirée pour les flashs par exemple, ou alors quand on fait des alliances et qu'on essaie de faire une photo d'alliance sans macro, sans objectif macro, en essayant de prendre des loupes ou des trucs ou des machins, voilà, ça nous permet d'être beaucoup plus technique à deux que tout seul. Et au niveau du stress, comment vous arrivez à gérer ça? Parce que parfois, ça peut être compliqué déjà seul de gérer le stress, mais est-ce qu'il n'y en a pas un qui reverse son stress sur l'autre? Vous arrivez à rester cool, zen? Parce qu'il y a quand même des moments qu'il faut absolument pas louper sur un mariage et qu'on va pas pouvoir refaire pour la photo. Et ouais. Et avant le cocktail, alors, tout ça. Le stress des moments, on l'a plus du tout. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai plus du tout, et je pense que Sylvain encore moins que moi, parce que c'est moi le stressé dans le duo. Donc, le stress de vraiment avoir la photo du bon moment, on l'a plus. Par contre, il y a des stress de quand on arrive, quand c'est des gros mariages de 200, 300 personnes, et le stress de changement de lieu, là on a été en Normandie, les déplacements et tout ça. Moi je pose énormément de questions à Sylvain, et Sylvain il prend sur lui, donc du coup ça me détend. Lui il est pas trop sujet au stress et moi plus, donc c'est lui qui emmagasine mon stress. Alors c'est quoi les moments clés d'une journée à surtout pas rater et les photos qui sont un peu incontournables? En fait, il y a pas tant de photos que ça qui sont vraiment incontournables dans un mariage. Je vois beaucoup dans les formations de photographes qui se prennent la tête sur ça, faut pas le louper, ça faut pas le louper. En vrai, si votre photo ou l'alliance est passée au doigt, elle est ratée. Si elle est un peu floue, si elle est mal cadrée, si vous n'êtes pas au bon endroit, c'est pas si grave que ça. Par contre, pour moi, pour Damien aussi, ce qui va être le plus important, c'est de pas louper les relations entre les gens, c'est de pas louper les câlins, les sourires, les regards. Et ça revient en fait. Ça, si on l'a loupé une fois, on peut, si entre la mamie et la mariée, il y a un regard qu'on a loupé au préparatif, et peut-être que ça va se reproduire dans un quart d'heure, dans 1 heure, dans 5 heures, dans 10 heures. Il faut être attentif à tout ça. Donc, c'est pour ça que moi, je suis pas stressé, parce que je sais qu'on a les compétences techniques et je sais que le plus important,
c'est pas forcément l'entrée de la mariée, c'est pas forcément le passage de l'alliance. On prend ces photos-là, évidemment, mais c'est pas ça le plus important, en fait, dans le mariage. Et il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, et plus qu'avant, en fait, ça c'est un peu quelque chose d'historique, les moments clés. Avant, il y avait pas grand monde qui avait des appareils photo. Aujourd'hui, tout le monde a un appareil photo dans sa poche, et tous les invités ont un appareil photo dans leur poche. Donc tous les moments clés, ils vont les avoir, mais ils vont avoir des centaines de photos de ces moments clés. Et nous, on est là pour trouver le moment différent, en fait. On est là pour vraiment faire la différence avec tous les appareils photo qu'il va y avoir autour de nous pendant le mariage, que ce soit des téléphones, que ce soit tonton Gérard qui a un 70-200 et qui est plus équipé que nous. Voilà, c'est faire la différence avec ces personnes-là, et c'est pour ça que les mariés nous prennent, je pense. Ah, mais ça veut dire que du coup, vous regardez en permanence ce que font les autres. Enfin, vous regardez ce que vous faites tous les deux, vous regardez ce que font les autres, et ça va jamais vous être reproché derrière si dans l'editing final, vous n'avez pas la belle photo de l'alliance, alors que tonton Gérard, il a foiré sa photo. C'est pas grave, vous la doublez pas quand même? Alors, on va regarder où sont les gens. Alors entre nous on se regarde toujours, on est toujours à l'inverse en fait, donc s'il y en a un qui va sur une scène, l'autre va aller sur une autre scène ou va se mettre à l'inverse, donc ça nous permet quand même de doubler une scène avec des moments différents, c'est-à-dire que sur les alliances, si on garde cet exemple, moi je vais m'en rapprocher, si je vois que s'il voit Sylvain que moi je suis proche des alliances, il va se mettre sur les parents derrière ou sur les enfants qui font des conneries, donc on aura les deux moments. Donc ça c'est intéressant. Ensuite quand on voit par exemple sur la sortie d'église tous les gens qui sont derrière nous avec les appareils photo, je sais qu'ils auront la photo classique, donc c'est à moi de faire une photo qui soit différente de la sortie d'église. Et tiens, petite question là en passant, alors un des exercices récurrents en photo de mariage, c'est la photo de groupe avec absolument tout le monde sur l'image. Comment vous faites pour diriger 200 personnes qui ont une seule envie, c'est faire la teuf? Alors la photo de groupe, c'est plutôt moi qui m'en occupe. Le tout, c'est de faire ça. Alors le tout, c'est de faire ça avant qu'ils fassent la teuf, surtout. C'est-à-dire avant qu'ils aient un verre de cocktail à la main, parce que là, sinon, on les a perdus, c'est sûr. Et donc s'ils sont motivés par le fait que la photo de groupe après, il y aura l'ouverture du cocktail, ils vont être beaucoup plus sages que si le cocktail a déjà été ouvert. Ça, c'est indispensable. Et puis après, je ressors toujours les 3 mêmes blagues et ça marche très bien. Et il n'y a pas une limite en termes de nombre d'invités, de gens, à partir de laquelle vous passez à 2, ça suffit plus, en gros? On n'a pas eu l'occasion pour l'instant. On a fait des gros mariages de 250 personnes, il me semble que c'était le max, 250-300, et ça passe. Après, tu préviens les mariés qu'ils n'auront pas un portrait de tout le monde et des interactions avec tout le monde. Mais souvent, sur les mariages de 300 personnes, eux-mêmes ne connaissent pas intimement les 300 personnes. C'est des amis des parents, les amis, les collègues de boulot et des choses. Donc ça nécessite une photo de groupe et ça va, ils veulent pas un portrait de toutes ces personnes-là. Est-ce que vous avez des anecdotes un peu à nous raconter, des choses un peu cocasses qui auraient pu vous arriver, des bons souvenirs, des mauvais souvenirs ou des souvenirs un peu rigolos? Ça va être surtout des anecdotes de souvenirs avec beaucoup d'émotions. Moi, j'ai le souvenir d'un des premiers mariages qu'on a fait ensemble, Damien et moi, où la mariée n'était pas sûre que son père serait là, parce qu'il y avait un problème entre eux depuis un moment. Donc, elle n'était pas sûre que son père serait là sur le mariage, et évidemment, elle pensait que son père ne l'accompagnerait pas à l'hôtel. Et en fait, moi, j'étais dans la voiture avec elle quand elle est arrivée à l'église, et tout le monde était rentré, et devant l'église, il restait une seule personne. En fait, il y en avait 2, il y avait Damien et le père de la mariée qui était là. Et moi, j'étais avec elle dans la voiture. Et elle a été ultra émue, et moi aussi, parce que du coup, je connaissais l'histoire, et elle est sortie, et j'ai entendu son père lui dire « Excuse-moi, j'ai eu tort, on passe à autre chose maintenant, et je t'accompagne à l'hôtel. » Et moi qui étais là, j'ai fait une photo, peu importe à ce moment-là que la photo elle soit extraordinaire, graphiquement, esthétiquement, cette photo-là, elle est ultra importante pour cette mariée et pour ce papa, quoi. C'est leur retrouvaille devant l'église le jour du mariage.
Et vous avez jamais eu de galère technique? Moi, je me rappelle à l'époque où je faisais un peu de mariage, ma principale hantise, c'était de tomber en rate de batterie au moment de l'échange des vœux, d'avoir ma carte SD qui crache. Pleine. Non, qui crache. Et ça m'est arrivé. J'ai perdu 4 heures de photos parce que ma carte a craché, truc qui arrive jamais d'habitude. Vous en avez des comme ça, là, un peu, qui vous ont fait des sueurs froides? Ouais, il y en a. Alors les galères techniques, c'est plutôt moi. Je fais souvent tomber mes flashs, donc mes flashs ils pètent en pleine soirée. Ou la dernière fois j'ai mis mon sac dans la voiture avec mes 2 appareils photo et avec la clé de la voiture dans le coffre. Donc je me suis retrouvé sans appareil photo pendant les préparatifs. Voilà, ce genre de trucs, on en a quelques-uns, mais on essaie à 2, c'est plus facile de moins. Enfin, je stresse autant, mais en tout cas, on n'en parle pas aux mariés. Le jour où j'ai coincé mes appareils photo dans la voiture, en fait, la mariée n'a pas su, et moi j'avais rendez-vous avec le marié pour les. On s'adapte. J'ai téléphoné à l'assurance et un mec est venu m'ouvrir la voiture et je me suis aperçu que ma voiture était facilement fracturable et que c'était tellement facile que du coup je laisse vraiment plus rien dans la voiture. Voilà. Parlons un peu matos maintenant. Qu'est-ce que vous utilisez comme boîtier pour commencer? Alors on utilise tous les deux des Canon R6 et Canon R. Moi je travaille avec un seul appareil, donc le R6, et j'ai le R en secours. Et Damien travaille avec les deux. J'ai un harnais là, je sais pas si vous avez fait attention. Je pense que c'est plus connu dans le milieu du mariage et tout ça. En fait, on a un espèce de harnais qui s'appelle Holdfast, comme les pistolets là, pareil. Donc j'ai un appareil de chaque côté avec un Canon R d'un côté avec un 85 et un Canon R6 avec un 28. Et pourquoi du coup les hybrides Canon? C'est parce que vous étiez en réflexe avant? Oui, tout à fait. On était en réflexe Canon. Quand on s'est associé, en fait, moi j'étais chez Nikon et Damien chez Canon, et on avait décidé que le premier qui aurait besoin de changer d'appareil photo, il ferait le switch vers l'autre marque, et donc ça a été moi. Je suis passé en Canon, mais c'est pas une chapelle pour laquelle on va militer particulièrement, même si on adore nos R6 pour le coup. Et ça a changé quoi dans les faits, notamment au niveau du déclenchement silencieux? Ça a dû un petit peu révolutionner la pratique pour vous, non? Alors le déclenchement silencieux, c'est un peu bâtard parce qu'on l'attendait avec impatience. Et en fait, tu rentres dans l'église, là où tu vas pouvoir faire vraiment de déclenchement silencieux, et ben, ça marche pas parce que t'as du banding dans tous les sens. Ah parce ouais, que toutes banding, les églises toutes les églises ont mis des LED. Donc du coup, bah, tu repasses en shutter normal. Hein. Et puis, mais en extérieur, c'est cool. En extérieur, en lumière naturelle, c'est très intéressant. Ça nous permet d'être super discret. Et sur les séances de couple, notamment, ça nous permet enfin, les gens ne savent pas quand on déclenche, et ça nous permet d'avoir des émotions qui sont un peu cachées. Ouais. Après, le problème du déclenchement silencieux, c'est que les couples savent pas qu'on prend les photos, mais nous non plus, on sait pas qu'on prend les photos. Et c'est là qu'on va se retrouver facilement avec une centaine de photos prises en 5 secondes. Parce qu'on a beaucoup trop déclenché, quoi. Alors, montez sur ces EOS R6 et EOS R, vous utilisez naturellement et évidemment, puisque vous êtes ambassadeur des objectifs de la marque Sigma. Et alors là, vous avez décidé de faire compliqué alors qu'on pourrait faire simple. Vous utilisez les optiques les plus lourdes, réflexe avec une bague d'adaptation, alors que vous auriez pu faire le choix de se dire bon bah on laisse tomber les hybrides Canon, on bascule sur du matos Sony et on va utiliser les dernières focales Sigma en monture E-native. C'est vrai. C'est vrai qu'on aurait pu faire ça. Et en fait, ils nous ont envoyé on a testé le macro en avant-première, ils nous ont envoyé un Sony. Je sais plus lequel c'était d'ailleurs. Franchement, on a tellement galéré avec les menus et on est tellement flemmard que de réapprendre tous les menus, parce que les Canon on les connaît par cœur, les rouges, les jaunes, les trucs, on sait exactement où sont les menus, et c'est ce qu'on disait avant, le côté technique il est vraiment acquis, et il y a une mémoire musculaire qui s'est mise en place sur les Canon, qu'il faudrait tout réapprendre. Et là, on est vieux maintenant, quoi. La mémoire musculaire, pour la refaire travailler, c'est compliqué. Donc, on n'est pas passé chez Sony par flemme, pas parce qu'on n'aime pas la marque ou parce qu'on trouve que le capteur est pas bon ou quoi, parce que je pense qu'aujourd'hui tous les capteurs se valent, mais vraiment par flemme de changer nos habitudes à nous, quoi. Et on trouve quoi alors dans votre fourre-tout en termes de focale? On a parlé tout à l'heure du zoom 14-24, et vous avez quoi en focale fixe, en zoom? Alors pour ma part, j'utilise principalement, on va dire à 80-85% sur mes photos de mariage, le 20 mm Art, donc de Sigma évidemment.
Et pour le reste des photos, les 20% des photos, ça va être au 50 mm. Art de Sigma, toujours. Et quelques photos au 135. Et toi, Damien ? Et donc moi je travaille au 14-24 la soirée et dans les préparatifs, les mecs ils sont souvent très nombreux sur les préparatifs et dans des pièces plutôt, en fait ça va très vite, dans des pièces, juste des chambres c'est moins préparé que la mariée qui reste longtemps dans une pièce et tout ça, donc 14-24 de temps en temps au préparatif, mais 80% c'est au 28, donc je suis passé au 28 parce que j'étais au 35 art avant. Et en 16 neuvième, le 35 ça fait un 40 et le 28 ça fait un 35, comme on croit pas un petit peu. Donc je suis passé au 28 quand ils l'ont sorti, qui est phénoménal, qui est largement au-dessus du 35. Et ensuite au 85, alors là c'est une brique qu'on a, mais en même temps il est tellement bon que ça vaut le coup d'avoir une brique sur le côté, quoi. Et vous êtes jamais limité en termes de définition parce que vous croppez pas mal du coup pour passer en 16-9. C'est pas les boîtiers les plus définis du marché, hein. Le R6 il a 20 millions, le R il est à 30. Pourquoi pas aller sur un R5 à 50 ça vous suffit en l'état? Vous êtes jamais retrouvé un petit peu juste? Alors on rappelle qu'on fait quand même plus de 10 000 photos par mariage chacun. Donc avoir 10 000 photos à 50 mégapixels, ça serait absolument ingérable. Et de toute façon, on livre nos fichiers HD en 4000 pixels de large, donc on a encore de la marge, même avec le capteur du R6, pour encore aller chercher de l'information en croppant encore plus que le 16 neuvième de base. Donc il y a pas de souci avec ça. On préfère avoir une bonne gestion de nos fichiers qui soient encore jouables avec 20 mégapixels qu'avec 50. Alors vous utilisez beaucoup, si j'ai bien compris, des focales fixes, mais pourquoi finalement pas des zooms? Parce que pour être réactif et rapide, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, non? Alors j'ai retesté les zooms de Sigma, le 24-70 et le 24-120 l'année dernière, pour voir si je pouvais repasser au zoom, parce que je travaillais au zoom tout au début de ma longue carrière. Et en fait, je suis beaucoup trop fainéant, et je pense que Damien, c'est la bonne raison aussi. C'est-à-dire que quand on a une optique fixe, déjà on la connaît par cœur, c'est-à-dire qu'on peut se positionner à un endroit et on sait ce qu'on va avoir comme photo avant même de mettre l'objectif à l'œil. Et on est obligé de se déplacer, quoi. Un 20 mm par exemple, c'est ultra exigeant. Si on est trop loin, ça ne marche pas du tout, donc on est obligé de se déplacer et d'aller chercher la photo. Et avec un zoom, on est beaucoup trop fainéant et on a beaucoup plus tendance à zoomer, à jouer de la bague plutôt qu'à travailler avec les pieds, quoi. Et alors du coup, comment vous réglez vos boîtiers pour être prêt à tout moment? Quel mode de prise de vue? Quel mode de sensibilité? Quel mode autofocus? Est-ce que la rafale est toujours activée? Alors la rafale est toujours activée, même s'ils l'ont bien augmentée. Ils ont la rafale haute sur le R6, elle est vraiment, il y a un peu trop d'images. Donc il faut faire attention à pas rester appuyé trop longtemps. Après, on est en priorité ouverture, parce que ce qu'on va vouloir avoir dans 80% des cas, c'est gérer notre profondeur de champ pour avoir plus ou moins du coup de personnes nettes sur notre photo et éloigner un peu plus le sujet. Donc priorité ouverture, ISO auto, parce qu'il le gère très bien aujourd'hui, donc on bloque notre ISO à 12008 en ISO max et moi je bloque la vitesse à 125e et Sylvain aussi. Ouais. Vous faites du RAW, du JPEG, vous avez le temps en post-traitement de développer des RAW? On fait du RAW, ouais. On fait du RAW, donc le post-traitement c'est quand même une grosse partie du travail aussi parce qu'il y a le tri. Donc le tri c'est là où on va donner un peu le ton au reportage et donc on travaille en RAW, ouais. On travaille sur le R6, il y a 2 slots, donc il y a un slot qui est défini au RAW et un slot qui est défini au JPEG, au cas où le RAW crash, quoi. Et au niveau de l'autofocus, comment vous gérez les choses? Alors, pour ma part, j'ai limité, mais Damien aussi, je crois, on a limité le nombre de possibilités autofocus sur le sélecteur autofocus. Moi, j'utilise la reconnaissance de visage ou alors un petit collimateur ou un collimateur moyen. Mais la reconnaissance de visage avec l'œil activé, ça marche super bien maintenant. Du coup, en mise au point continue, pas ponctuelle. Alors moi, je suis en mise au point continue, ouais, sur le bouton arrière, ouais, sur le bouton iPhone. Donc je fais la mise au point avec le pouce.
Et ça marche bien. Alors l'AF avec la bague et les optiques Art conçues pour des réflexes sur un hybride, ça fonctionne? Ça fonctionne super bien, mais en plus on n'a plus du tout de... Les calculateurs sont directs, on a perdu le capteur AF, parce qu'il fait directement la mise au point sur le capteur, donc c'est phénoménal maintenant l'AF. Ouais. Et la bague ne rajoute que des centimètres, c'est tout quoi. Et niveau post-production, du coup maintenant, avec quel logiciel vous travaillez pour éditer 10 000 photos? Faut aller vite quand même, parce que 10 000 photos c'est du taf. Ouais, alors on travaille, le tri on le fait sur Photomécanique, qui est un soft qui prend que les JPEG des RAW, en fait, et qui permet d'aller super vite, donc il est vraiment beaucoup plus rapide que Lightroom, même avec une grosse bécane, un gros ordinateur, il est quand même vachement rapide. Et donc on fait tout notre tri sur Photomécanique, on tombe de 10 000 photos, moi le premier tri je tombe à 1200 photos. Et après, moi je les bascule dans Lightroom et je peaufine, donc on applique nos presets, le preset couleur qu'on a défini en début d'année. On l'applique à toutes les photos et après je viens sur chaque photo et je tombe à 500 photos. On livre 500 photos chacun, donc je tombe à 500 photos sur le tri et la post-prod. Mais si vous faites tous les deux votre post-prod de votre côté, il doit y avoir des doublons mécaniquement. Alors on en avait au début, sur les premiers mariages, on repassait ensemble sur l'ensemble des images pour effacer les doublons. Et maintenant, on en a beaucoup moins, déjà parce qu'à la prise de vue, si Damien est en train de faire la photo, je n'ai absolument pas besoin de la faire moi-même. C'est une question de confiance, en fait. Hein. S'il fait la photo et qu'il a l'air d'être au bon objectif, j'ai pas besoin de la faire. Donc, on a beaucoup moins de doublons à la prise de vue. Et ensuite, sur certains moments où on pourrait avoir des doublons, voilà, un petit coup de WhatsApp et voilà, on se montre les photos et on sélectionne comme ça en direct. Bon, la tienne est mieux, on la garde et la mienne on la vire, ou le contraire. Faut s'attendre à quoi comme délai max après un week-end de mariage par exemple? Ouais, au maximum ça va être un mois et demi, mais le plus souvent ça va être 2 semaines. Alors maintenant, je vous propose qu'on passe à la suite de cette discussion. Alors bien entendu, quand on pense mariage, on pense naturellement à la photo, mais faut pas non plus oublier la vidéo. De nombreux mariés font appel à des vidéastes spécialisés dans ce domaine pour leur faire un film inoubliable. La vidéo d'ailleurs ne remplace pas forcément la photo, c'est souvent quelque chose en plus. Nous avons rencontré Julia Swell, vidéaste, dont l'une de ses spécialités est évidemment la réalisation de films de mariage. Elle nous parle de son activité. En fait, pour moi, le film de mariage, c'est quelque chose qui est assez récent dans le domaine de la production audiovisuelle parce qu'avant, faire un film de mariage, c'était très coûteux. Ça nécessitait des caméras et des objectifs qui coûtaient clairement pas le même prix qu'aujourd'hui. Et ça a tout changé, en fait. Et ça fait qu'aujourd'hui, maintenant... j'ai pas de chiffres en tête, mais je pense que un couple sur 2 qui va se marier se pose la question de la vidéo de mariage parce que c'est devenu très très abordable. Alors selon moi, la vidéo et la photo de mariage, ça se complète totalement, c'est-à-dire que la vidéo n'apporte pas du tout les mêmes souvenirs que la photo pour plein de raisons différentes, en grande partie humaines, c'est-à-dire que le photographe, il a pas le même œil que le vidéaste, et donc on va pas forcément filmer au même moment, photographier et filmer au même moment les mêmes choses. Donc pour les couples, ça permet d'avoir 2 fois plus de souvenirs. Et puis ce qui est considérable, c'est l'apport du son. C'est-à-dire qu'en vidéo, on va avoir un souvenir qui va être totalement différent. En photo, avec un peu de retouche et un cadrage, on va amener un souvenir qui va parfois être un peu déformé, mais bon, pour le bien, j'imagine, du couple. En vidéo, c'est totalement différent. On a un souvenir qui est beaucoup plus brut. Même s'il y a du montage, on a quand même le son, on a des éclats de rire, on a de l'émotion. Et ça complète totalement les photos. Donc mon film de mariage classique, il fait environ 15 minutes, avec une trame assez chronologique et des extraits sonores, des extraits de discours, des éclats de rire, des échanges de vœux, tout en petits extraits. Tout ça monté de manière quand même assez cut, je veux dire assez rapide. Et en plus, généralement, les couples prennent ce que j'appelle un teaser, c'est une sorte de bande-annonce qui dure la durée d'une chanson, donc en 2 minutes 30, 3 minutes. Et là, par contre, il y a un vrai travail artistique et c'est ce que les mariés, là, généralement recherchent dans mon travail. C'est-à-dire que c'est pas forcément chronologique. Je vais les avoir filmés un petit peu tous les deux, je vais m'en servir comme d'une trame. Et ça, ils envoient ça à leur famille et à leurs invités en guise un petit peu de carte de remerciement. C'est regardez, c'est grâce à vous
c'est grâce à vous qu'on a eu tous ces moments et généralement les gens sont hyper contents de voir ça. Sylvain, Damien, vous proposez pas réellement de films de mariage, un peu comme vient de nous l'expliquer Julia. Pourtant, finalement, on pourrait se dire qu'à deux, vous êtes dans la configuration idéale pour faire ça. Oui, tout à fait. C'est une question qu'on s'est longtemps posée, mais déjà parce qu'on est deux, donc souvent on nous demandait si on faisait de la vidéo. Aussi parce que moi, je suis issu de la vidéo, enfin du cinéma. J'ai fait une école de ciné, donc c'est quelque chose dont j'ai toujours été proche. Et troisième point, c'est que nos appareils photo permettent de filmer. Donc forcément, c'est une question qui s'est beaucoup posée. Et depuis quelques années maintenant, on propose une prestation vidéo, mais un peu différente de ce que font les vidéastes de mariage. C'est-à-dire que nous, elle va être beaucoup basée sur des sons, des interviews des mariés, auxquels on va rajouter, qu'on va illustrer avec soit des photos, soit les photos que l'on fait du reportage, soit quelques plans vidéo. Mais ce qu'on a envie de travailler, nous, dans nos rendus vidéo, ça va être le sens plus que l'esthétique du montage, quoi, et de la post-prod. Ok, est-ce que vous avez déjà eu des demandes un peu originales, un peu hors des sentiers battus en mariage? Est-ce qu'on a demandé des trucs dingues? Genre le final du sens de la fête? Non, pas plus que ça en fait. Je sais pas si tous les mariages ont des histoires un peu originales et des demandes originales. Après, on a photographié des trucs cool comme l'arrivée des mariés sur le lieu en cheval. Enfin, ils avaient loué le cheval de Jeanne d'Arc. Hein. Donc c'était un canasson qui faisait 3 mètres de haut. C'était assez extraordinaire. Il est encore vivant, le cheval de Jeanne d'Arc? Ouais, il est encore ressuscité. C'est ça. Non, celui du spectacle en fait de Jeanne d'Arc. Mais du coup, on a des choses un peu comme ça, mais des trucs fous à photographier, pas plus que ça. J'ai pas souvenir. Sylvain, peut-être, si tu as des souvenirs, toi? C'est surtout, on nous emmène dans des endroits qui peuvent être assez extraordinaires. Donc ça, c'est quand même une grande chance dans notre métier de voir des châteaux splendides, de voir des lieux dans lesquels on n'aurait jamais pensé pouvoir entrer. Donc ça, pas que dans le Pays Basque, du coup, hein, vous rayonnez un petit peu plus. Non, on va dans toute la France et un petit peu dans les pays limitrophes de temps en temps. Mais ouais, c'est cool de découvrir ces endroits-là. Après, notre typologie de clients, c'est pas des gens qui sont hyper foufous au point de faire des trucs très, très hors du commun, on va dire. C'est plus des gens qui vont être attachés au partage entre amis et dans la famille et à rire ensemble. Donc, ça va être des mariages qui vont plus être centrés autour de ça, quoi. Ouais, vous faites pas les mariages de Kim Kardashian, quoi. C'est ça. Absolument pas. Ok, bon, on va terminer là-dessus. Merci Sylvain, merci Damien pour tout ce que vous nous avez offert et partagé au cours de ce grand débat. On passe au débrief. Nous sommes toujours avec Sylvain Gardère et Damien Domaine pour une grande masterclass sur la photographie de mariage. C'est le moment du débrief pour synthétiser les informations importantes à retenir de notre grande discussion. Sylvain, pour commencer, pourquoi avez-vous décidé de travailler en duo ? Je commençais à m'ennuyer tout seul. Damien est venu me voir et c'était un très bon photographe qui allait s'installer pas très loin de chez moi. Donc, c'était plus facile pour moi de l'avoir à mes côtés plutôt qu'en tant que concurrent. Comment vous faites pour vous répartir le boulot pendant l'événement ? On le fait plutôt naturellement et au niveau des focales, c'est vraiment ça qui va définir notre position sur le mariage. Après, on a 2-3 choses sur lesquelles il est prédéfini. Sylvain s'occupe de la mariée, moi je m'occupe du marié. Et il fait la photo de grands groupes avec tout le monde et moi je m'occupe des petits groupes. Quelle est l'importance de la préparation et de la relation que vous pouvez mettre en place entre vous et les mariés ? Pour nous, c'est ultra capital d'avoir une très bonne relation avec nos mariés parce qu'on va être avec eux et très proche d'eux pendant une journée très importante de leur vie. Donc c'est très important pour nous qu'ils nous acceptent et
et aussi ça nous motive davantage d'aimer déjà nos mariés avant d'aller sur le mariage. On dit toujours qu'il faut être polyvalent pour faire de la photo de mariage, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire connaître extrêmement bien son matériel et d'avoir lu sa notice, ce qui est assez rare chez les photographes. Et d'ailleurs, du coup, quel matériel vous utilisez et pourquoi ? On utilise des appareils hybrides Canon R6 et Canon R pour la facilité, en fait, pour la qualité de ce matériel-là. Et surtout, on utilise des objectifs Sigma Art. On n'utilise que des objectifs de la gamme Art pour leur cohérence entre eux et la qualité incroyable de ces objectifs-là. Et on rappelle que vous les utilisez en monture réflexe avec des bagues. Exactement. Et que ça fonctionne a priori. Et ça fonctionne très très bien. C'est quoi les moments clés d'un mariage qu'il ne faut pas louper ? Les sourires, les câlins, les interactions avec les enfants et avec les gens, avec les personnes âgées, avec tous les proches. Pour vous, la vidéo de mariage, c'est quelque chose en plus ? C'est incontournable ? Est-ce que c'est l'avenir ? C'est forcément quelque chose en plus. Est-ce que c'est incontournable ? Je suis pas tout à fait sûr, mais en tout cas, ce qui me semble très important, c'est d'avoir au moins l'un ou l'autre, c'est-à-dire au moins la photo ou une vidéo pour regarder des souvenirs du mariage. Et enfin, pour terminer, quel conseil pourriez-vous donner à un photographe qui vient tout juste de décrocher son premier mariage ? Il va falloir se former. Plus que d'investir dans du matériel, il faut investir dans de la formation. Comment ça se passe d'ailleurs, une formation à la photo de mariage ? Alors, en ce qui concerne les formations que nous, on dispense via Amaco Conseil, c'est des formations où on va livrer tout notre processus de A à Z, que ce soit la rencontre avec les mariés, les premiers contacts, mais aussi les aspects techniques et les aspects pratiques du reportage. Merci beaucoup Sylvain et Damien pour toutes ces explications. Il est temps désormais de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Damien, Sylvain, avez-vous bien compris la consigne ? Oui. C'est compris. Alors on y va. Première question qui nous vient d'une dénommée Clara. Clara se demande comment définir un prix pour une prestation de mariage. Alors du coup, il faut faire son taux horaire en fait. Il faut savoir combien on veut toucher à l'année, combien ça représente par mois, combien on veut travailler d'heures dans la semaine et faire un prix en fonction de ça. Ouais, vous voulez dire que vous n'êtes pas aux 35 heures, quoi ? Non, on est plutôt à 15 heures. En plus, c'est vrai. Ouais, cumulé à 2, ça fait 30 heures, quoi. C'est vrai. Ça marche. Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Johan. Johan se demande, est-ce que les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration sont à la charge des mariés ou du photographe ? Question très précise, hein. C'est plutôt à la charge des mariés, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est-à-dire qu'ils nous remboursent nos déplacements et l'hébergement. Et on tient à manger à table avec les invités. On l'exige pas, mais c'est la même chose sympa. Que les invités. C'est toujours sympa de goûter un petit peu tous les traiteurs de France. C'est un petit objectif qu'on a aussi. Ah oui, c'est plutôt sympa. Et vous faites quand même des photos pendant ces moments-là ? Parce que c'est des moments qu'on a rarement après les mariages, qu'on voit plus la plupart du temps. On évite de faire trop de photos des gens qui mangent. C'est pas très esthétique. Ils sont pas très contents de nous voir à ce moment-là. Ça marche. Troisième question qui nous vient de photo-pro-Pierre. Pierre, du coup, se demande, c'est qui les patrons finalement sur un mariage ? C'est les mariés ou c'est les parents des mariés ? Tout va dépendre de qui paye. Ça va être celui qui paye, le patron. Donc ça dépend de la taille du mariage et ça dépend de qui va subventionner un petit peu le mariage.
Et dans les faits, ça se concrétise comment sur le terrain? Est-ce que vous Sur le avez terrain, les beaux-parents qui vous suivent à la trace et qui vous prennent par la main pour photographier exactement ce qu'ils ont envie, ou vous arrivez à rester libre quand même? Non, non, on est assez libre. Après, on accepte toutes les demandes de la famille. C'est notre jeu aussi d'accepter les demandes de la famille et de faire. Et c'est plus souvent plus facile d'accepter de suite et de dire oui, ok, pas de souci, je vous fais la photo, plutôt que de batailler et de perdre du temps sur ah ben non, j'avais pas envie de faire la photo. C'est pas compris dans le contrat. Ça marche. 4e question qui nous vient d'une dénommée Marie Photo Passion. Marie se demande comment gérer tonton Robert qui fait un peu de photos avec un bridge et qui vient vous parler toute la soirée en vous donnant des conseils. Alors malheureusement, je pense que c'est un problème que beaucoup de photographes femmes ont, c'est le fameux mansplaining. Nous, on a un petit peu moins ça, et puis surtout, en fait, c'est pas très grave. Ça se trouve, tonton Roger, il a une entreprise et il va pouvoir nous embaucher après, donc on peut faire aussi un petit peu de commercial à ce moment-là, quoi. Et puis on est deux, donc il y en a toujours... la diplomatie. Non, c'est bien de voir le verre à moitié plein, c'est pas mal. Et puis on est deux, il y en a toujours un qui peut faire des photos pendant que l'autre discute, quoi. 5e question et avant-dernière question qui nous vient d'un dénommé Igor. Igor se dit « J'étais tellement bien intégré à un mariage une fois que j'étais bourré à la fin du vin d'honneur et je me rappelle plus de rien après. » Ne surtout pas faire ça. Igor, bon sang, tu as un métier. En fait, il faut être à l'aise, mais il y a une limite dans le à l'aise, quoi. Ah ouais, nous on est à l'aise et professionnel quand même, on reste... C'est la fête des mariés, c'est pas notre fête. Exactement. Puis notre plaisir de toute façon, c'est de prendre des photos pour les mariés. C'est pas forcément... Il faut l'expliquer à Il Jean-Paul faut penser aux Rouve. bouches à oreille derrière quand même. Ouais. C'est important, on attend la fin du chrono. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Si vous pouviez choisir entre photographier le mariage de Britney Spears ou de Kylian Mbappé, vous prendriez lequel et pourquoi? Britney Spears, mais je vais me faire défoncer par ma femme. Il y a un petit choc générationnel quand même, hein. Britney Spears, ça date un peu. C'est vrai, mais bon. Non, je me dis que les demoiselles d'honneur et tout, ça doit être sympa quand même. Sylvain? On prendrait certainement le mariage de ceux qui ont l'air de vouloir vraiment profiter de ce mariage avec leurs amis plutôt que de se montrer dans la presse tout beau, tout propre. Ouais, dans les deux cas, donc aucun des deux, quoi. Compliment. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup Sylvain et Damien. Merci à vous. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Sylvain, Damien, c'était évidemment un plaisir de vous avoir avec nous à nos micros. C'est quoi la suite pour vous là? Vous repartez en mariage dès ce long week-end de 3 jours qui s'annonce? On repart en mariage on en a quelques-uns en juin et puis on va avoir un très gros mois de juillet et puis après on a la saison qui va se calmer à partir de septembre. Mais on a une formation en octobre, donc on va être bien occupé encore. Bah écoutez, merci, hein, c'était vraiment super d'avoir eu la gentillesse de partager toute votre expérience, tout votre savoir avec nos auditeurs dans cette émission. Merci. Semaine prochaine, on bascule en mode au coin du feu. Une émission exceptionnelle avec une photographe tout aussi exceptionnelle. Véronique de Viguerie nous fera l'honneur d'être avec nous. Ce sera l'occasion de revenir sur sa carrière, sur son métier de photoreporter de guerre et sur ce qu'elle a vécu récemment en Syrie et en Ukraine. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker et à nous laisser un petit commentaire.
Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.